Bonsoir à tous et bienvenue. À quoi ça sert l'art? Est-ce qu'il n'est que superflu, distrayant? Ou alors est-ce qu'au contraire il nous éclaire sur l'avenir? Est-ce que les poètes sont des lumières dans nos sociétés obscurcies? Dans sa lettre à Hetzel, Victor Hugo, lui, il proposait de réveiller le peuple. Il pensait que le poète, c'était un visionnaire et qu'il était capable de voir le futur quand les hommes, ils demeurent figés dans le présent ou encore pire, dans le passé. Alors pour clore cette université de la Terre, on va s'interroger sur le rôle des artistes dans notre vie. Comment est-ce qu'ils peuvent changer les climats, tous les climats? Vous avez face à vous 3 artistes que je vais vous présenter. Philanthrope, humaniste, Reza parcourt le monde avec son appareil photo. Au-delà du témoignage en images sublissimes qu'il nous transmet avec ses photographies, il a fait aussi de l'éducation visuelle des jeunes et des femmes surtout un moyen de rendre le monde meilleur. Merci Reza d'être là. Idéaliste s'il en est, Frédérique Bedos, elle a choisi de mettre en lumière les héros anonymes, les hommes et les femmes qui changent le monde au quotidien. Et avec son projet Imagine, elle nous encourage à nous engager, nous aussi. Bienvenue Frédérique. Si vous ne connaissez pas Yassine Ait Kassi, vous avez sans doute déjà aperçu Elix, son bonhomme qui se dessinait, qui se balade dans l'ère post-digitale et sur les réseaux sociaux. Il est là, à la une de ce magazine. Il est archi populaire. Je ne sais pas combien de likes, on ne peut plus les compter, ou de followers. En tout cas, il est aussi le premier ambassadeur virtuel des Nations Unies. Vous dites, vous, ambassadeur du sourire. D'ailleurs, vous vous définissez comme un smile maker artiste. Alors, merci de nous donner le sourire ce soir. Et on va commencer par vous, Yassine, justement. Est-ce qu'on peut dire que vous changez l'environnement, pour commencer par ce climat-là, en y incrustant, justement, Elix un peu partout dans le monde? Alors déjà, pour reprendre la question, à quoi servent les artistes? C'est un journaliste qui s'est essayé à la poser à César, à l'époque de son vivant. Et César avait répondu, ça sert à rien, comme les fleurs. Et effectivement, je ne sais pas si on change l'environnement, en tout cas, on en vient. On en fait partie, comme chacun d'entre nous, et on est comme ça dans cette grande chaîne. Aujourd'hui, on est effectivement, le terme smile maker, ça peut paraître un peu compliqué dans les temps qu'on est en train de vivre, de passer, mais on fait, en tout cas notre façon d'être au monde, c'est justement de se positionner dans cet environnement, et Elix, il est né un petit peu comme ça. Moi, je viens vraiment de l'univers numérique, du digital, de l'interactivité, des grosses machines et de la technologie qui continuent à se développer. Et un jour, petit à petit, en fait, cette technologie, elle est devenue organique. Elle s'est coupée en plein de morceaux et on s'est rendu compte que c'était quelque chose de profondément humain qui était de l'ordre de la reliance, en fait, un peu comme la sève dans les arbres. Et ce qui nous relie tous les uns aux autres, c'est notre accès à l'information, notre accès les uns aux autres. Bon, ça se traduit par ce que vous avez tous entre les mains probablement. Et c'est là-dessus, effectivement, c'est dans cet environnement-là que le dessin d'Elix s'est incrusté pour reparler effectivement du réel. Et en fait, c'est un changement profond dans notre rapport à l'humanité, parce qu'on n'est plus tous une pousse qui sort de quelque part et qui vit sa vie avec sa propre histoire. On est tous interconnectés. Donc ça pose des défis. C'est un nouveau territoire, évidemment, pour l'art et pour la création, mais c'est un nouveau territoire tout court. Et c'est le territoire, paradoxalement, qui génère également la plus grande crise environnementale et climatique de tous les temps, parce que c'est l'accélération de ces technologies. Si vous prenez la courbe de cette accélération, c'est la même que celle d'accélération de l'augmentation des températures. On a dépensé énormément d'énergie à être l'humanité qu'on est aujourd'hui. On a développé ce territoire et on se retrouve aujourd'hui quasiment dans un scénario hollywoodien, c'est-à-dire que tout est critique.
On a des échéances très très courtes. On parle plus qu'en dizaines d'années. Les scénarios les plus pessimistes nous laissent à peine jusqu'à la fin du siècle pour s'en sortir. Donc forcément, comme artiste, on vit sur ce territoire et on essaye de faire en sorte qu'il y en ait d'autres derrière. Et ambassadeur virtuel des Nations Unies, ça consiste en quoi précisément pour Elix ? On vit dans un monde d'images. Donc chacun d'entre nous a une ombre électronique, qu'il le veuille ou non. Chacun d'entre nous a un certain nombre de chiffres qui le définissent. Et depuis maintenant à peu près 10 ans, on est devenu volontaire dans la création de cette ombre électronique. On a tous N profils sur les réseaux sociaux, sur les réseaux tout court. On est défini par des images, par des chiffres, par une enveloppe quasiment virtuelle. C'est ça qui m'a décidé, en fait, parce que je travaillais sur cette question-là avant de créer Elix, mais à imaginer ce que pourrait être une personnalité virtuelle, un dessin que je vais mettre en scène dès qu'une situation se présente au quotidien. Et effectivement, il est presque vivant. En tout cas, c'est de cette manière-là que le public m'en a parlé, ce qui m'a décidé aussi à lui donner un nom. Et de fil en aiguille, effectivement, sa présence, bien qu'il ne soit pas humain, est devenu quelque chose d'éminemment humain. Et comme j'ai cherché dans cette expression une dimension universelle, alors je n'ai pas d'image à vous montrer, vous pouvez vous référer effectivement à la couverture du programme ou ce genre d'image, ou si vous allez sur les réseaux sociaux, c'est le Elixiac. De fil en aiguille, effectivement, il a commencé à créer sa propre communauté, parce qu'il ne parlait pas, donc il n'avait pas besoin des mots pour s'exprimer. Et sa dimension universelle, la simplicité de son trait, a fait qu'il était compréhensible par tous. Et donc j'ai été contacté par les Nations Unies pour qu'on réfléchisse ensemble à créer des messages sur les réseaux qui puissent justement s'exprimer au-delà des mots. Et ça a été d'abord l'année dernière pour le sommet de New York sur le climat et toute une série de journées internationales. Ça a bien fonctionné. On a créé une version de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de fil en aiguille cette année il a reçu ce titre d'ambassadeur, de premier ambassadeur digital ambassadeur des Nations Unies. Et pour les 70 ans de l'ONU, Elix a fait le tour du monde. Donc moi je n'ai pas fait le tour du monde parce que le bilan carbone serait catastrophique. En revanche, j'ai envoyé mes dessins aux 4 coins du monde, à différentes agences partenaires, et tous les jours Elix a été publié, il a été pris en photo par des gens différents dans un pays différent. Et c'est donc également un citoyen du monde, peut-être le premier à faire le tour du monde sans passeport ni visa, donc sans État, avec le même sourire, dans des pays très différents les uns des autres, parfois en conflit les uns avec les autres, en tout cas au niveau de leurs intérêts. Mais quand on passe à la base, c'est-à-dire au niveau de l'humain, on a tous les mêmes intérêts, à peu près les mêmes rêves. Et c'est ça que Elix peut montrer parce que justement il est dans ce langage du sourire et de la bienveillance et qu'on n'est pas sur un discours partisan, parce que je fais la différence entre la politique et le parti, cette façon d'être ensemble, cette façon de créer de la reliance. Et de fil en aiguille, voilà, Elix se retrouve avec ce titre et régulièrement donne les messages qui s'adressent à tout le monde. Et il a fait le tour du monde avec un bilan carbone proche de 0, ce qui est quand même pas mal. Belle performance. Frédéric, est-ce qu'on peut dire que vous changez le climat, je ne sais pas, tous les climats, en nous faisant découvrir ces héros humbles, ces héros qu'on ne connaît pas? Quelle bonne question. C'est vrai que si on parle de climat, il y a aussi le climat social dans lequel on vit. Et je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'on vit dans une époque très anxiogène. Et ça a des conséquences finalement assez graves sur notre morale, sur la façon dont nous regardons le monde, la vision du monde que nous avons. Et donc, je crois effectivement qu'il y a urgence à faire passer des messages d'espérance, aussi des messages de bonté, de douceur, parce que il y a vraiment une pléthore d'images violentes autour de nous. Et peu à peu, ça grignote l'espérance dans notre cœur. C'est-à-dire que ça devient difficile de croire que ça va être possible de créer un monde meilleur. On est pourtant nombreux à vouloir créer ce monde meilleur. Et donc, du coup, il faut aussi
réussir à créer un climat qui permet qu'on soit de plus en plus nombreux à s'emparer des enjeux de ce monde. En même temps, ces enjeux, ils nous paraissent presque inaccessibles. On se sent très petit et très impuissant. Et c'est là où, j'aime beaucoup quand tu parles de reliance, Yacine, parce qu'effectivement, là où on va faire la différence, c'est en étant hyper solidaires. Vous savez, je pense souvent au fait que nous sommes tous des êtres fragiles, des êtres vulnérables. Et c'est beau de s'en rendre compte et c'est beau de se réconcilier avec cela, parce que c'est que quand on a conscience de cette vulnérabilité qu'on peut commencer à bâtir des solidarités et donc à découvrir la véritable force. Et la véritable force, c'est celle-là, c'est d'agir ensemble. Et effectivement, on est en train de découvrir que les enjeux sont globaux, mondiaux, ce qui veut dire que d'un côté, c'est un peu terrifiant, et de l'autre, c'est aussi une chance énorme de réellement comprendre que nous sommes une grande fraternité humaine, une grande famille humaine, et que ces enjeux vont pouvoir être résolus dans cette perspective-là. Moi, j'ai créé le projet Imagine. Vous allez sur Internet, www.leprojetimagine.com. Et l'idée du projet Imagine, c'est de faire du journalisme avec espérance. Alors attention, ce n'est pas le journal des bonnes nouvelles, hein. Ça veut dire regarder les problèmes qui nous entourent bien en face, mais en même temps, essayer de voir comment on peut s'en emparer pour trouver des solutions et bâtir ce monde meilleur ensemble. Alors, ce journalisme avec espérance, je le fais notamment en mettant en lumière les héros humbles du monde entier, ces héros dont personne ne parle et qui sont des gens absolument remarquables et qui font des actions remarquables et qui sont donc des sources d'inspiration. Et ce qui est formidable, c'est que ce sont des gens qui nous ressemblent, des hommes et des femmes qui n'ont pas le porte-monnaie de Bill Gates ni le cerveau d'Einstein, et qui pour autant, à un moment, ont été révoltés par une situation ou terriblement émus par une cause, et ils ont décidé de relever les manches et d'aller dans l'arène, d'agir. Et du coup, forcément, quand on regarde ces films, on a un effet d'identification. On peut véritablement s'identifier à ces personnes, et normalement, ça nous regonfle d'espérance, parce que oui, on est informé sur les causes auxquelles ils s'attaquent, c'est des problèmes de société bien concrets, et en même temps, on voit qu'ils portent des résultats, ils ont trouvé des solutions qu'ils ont mis en place, souvent avec peu de moyens, mais avec beaucoup de niaque, beaucoup de détermination, beaucoup d'imagination aussi. Et on voit des résultats extraordinaires, des gens qui sont sauvés, des situations transformées. Et donc, du coup, on se rend mieux compte que finalement, nous avons tous notre rôle à jouer. Et on va voir ça concrètement, non? Oui. On va en découvrir un? Oui, tout à fait. Vous nous avez amené un Pierre Gay que vous voulez nous présenter. Oui, j'ai ramené une bande-annonce d'un de ces héros, il s'appelle Pierre Gay, et je trouvais que c'était vraiment bien en rapport avec la COP21, puisqu'il s'occupe des espèces animales en voie de disparition. On va regarder cette bande-annonce. Je suis un prisonnier heureux de ma passion et de mon travail. Mon père n'est pas un animal qui aime la captivité. Par définition, si le bioparc est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que dans la famille, on n'aime pas les zoos. L'émotion, à mon avis, c'est la vraie clé. C'est par l'émotion qu'on peut susciter chez les visiteurs le désir de savoir et aussi le désir d'aider. Dans l'esprit des gens, je pense que protéger la nature, c'est globalement la mettre sous cloche. C'est-à-dire qu'on élimine les humains. Mais l'humain fait partie de la nature, ça c'est une autre conception philosophique. C'est vraiment une vision globale qu'a Pierre. Il mène ses combats à travers le monde, à travers des projets. La destruction de la forêt n'est pas inéluctable. 80 communautés ont créé en Amérique du Sud, pas seulement au Pérou, des réserves d'initiatives privées. L'idée, c'est de ne pas attendre une décision nationale, une décision administrative pour protéger un territoire. Si le parc doit servir à quelque chose et survivre, il doit servir à ça. Je pense que là, les gens qui viennent là, ils repartent pas indemnes par rapport à la nature. Ils n'ont pas l'impression d'avoir visité un zoo, mais d'avoir fait un voyage avec Pierre. Pierre Gay, un héros imagine. Alors, donc,
voilà, vous avez donc ce héros qui œuvre à la sauvegarde des espèces menacées dans le monde entier, des espèces animales, et il le fait avec une vision globale parce que son diagnostic, c'est de se dire, si on veut aider ces espèces, il faut aider les populations de gens qui vivent autour. Et donc ça, j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment toujours cette vision globale. Ce que je voulais dire surtout, c'est que dans cette table ronde, on parle du rôle des artistes pour changer le monde. Et je crois qu'il faut effectivement se remettre dans la vision que ce qu'on a à faire, c'est sauvegarder la beauté du monde. C'est pas juste sauver le monde, c'est faire en sorte de sauvegarder la beauté du monde. Parce que l'être humain a besoin de beauté. Tout comme la fleur qui peut sembler inutile, en fait, si vraiment on n'a plus de beauté autour de nous, c'est plus de la vie, c'est de la survie. Et l'idée, c'est de continuer de vivre et pas juste se contenter d'exister. Voilà. Merci beaucoup. Alors Reza, vous rentrez tout juste du Kurdistan irakien. Vous avez peut-être envie de nous raconter ce que vous y avez fait. Ma question, elle est plus globale. En quoi, pour vous, la photographie, ça peut être un remède ? Oui, je suis rentré hier soir pour être avec vous. Après ces 2 semaines au Kurdistan irakien, dans un endroit où grand enjeu de notre société, de notre avenir, même c'est en train de se jouer, et en même temps que ce travail photographique, comme l'ensemble de mon travail, je mène aussi un travail de formation, de travail avec les enfants réfugiés, mais tout ça pour dire que l'image, comme déjà nous avons entendu de Yacine et Frédéric, c'est devenu langage universel. C'est devenu un langage universel de façon où on utilise après, et l'utilisation qu'on en fait, ça fait que cette utilisation, ça va dans un sens ou dans l'autre. Pour vous dire, les formations que je donne, par exemple, dans les camps de réfugiés, aux enfants réfugiés qui n'ont jamais, certains même pensaient que la photographie peut être utile. Et que quand j'arrive et je dis, voilà, je vais vous apprendre quelque chose qui n'est pas la photographie. Je vais vous donner un outil qui parle toutes les langues du monde. Je vais vous emmener cet outil, et j'ai toujours ça dans la main, et je dis à tous ces gens qu'avec ça, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez montrer au monde ce qui se passe dans votre environnement, ce que vous vivez. Donc, ce n'est pas la photographie en soi-même que je vais les former ou montrer, mais c'est l'utilisation dont je fais, dont je crois que beaucoup d'autres gens ils font, c'est créer des liens entre les êtres, créer des liens entre les cultures. Parce que s'il y a une seule chose qui peut sauver la situation dans laquelle nous sommes, c'est l'empathie. Je crois fortement que l'empathie, c'est une réponse à nos problèmes, surtout à ce problème que nous vivons maintenant, ces jours-ci. Et cette empathie, ça peut arriver avec la connaissance de l'autre. C'est en connaissant l'autre qu'on arrivera quelque part, peut-être, je dirais, éradiquer cette haine qui est en train de monter, cette haine de l'autre qui est en train de monter. Et on sait pourquoi c'est en train de monter tout ça. On connaît les raisons idéologiques, politiques, économiques derrière tous ces enjeux. Et l'image, quelque part, pour moi, ça reste cet médium qui crée cette empathie, qui peut créer cette empathie, qui peut créer cette relation en disant « Regardez qui je suis, regardez comment je vis, ou regardez comment il vit ». Et c'est ça que j'essaye de faire avec mes photographies d'un côté, mais aussi la formation aux gens qui n'ont pas de voix, aux gens qui n'ont pas la possibilité de nous montrer ce qu'ils passent dans leur vie et comment ils vivent. J'ai envie de, comme je suis photographe, m'exprimer avec quelques images. Donc si on peut montrer quelques images, s'il vous plaît.
Avant tout, quand on parle de l'artiste, c'est cette personne mythique. Dans la mythologie même, on a mis en garde ce qui veut dire artiste, ce qui veut répandre la connaissance. On connaît l'histoire de Prométhée. Prométhée, c'est celui qui a voulu emmener la connaissance, celui qui a voulu que le peuple entier ait accès à cette connaissance. Et le Dieu, il avait dit, fais attention, tu vas être puni. Et la pire de punition. Mais finalement, il a accepté d'emmener cette connaissance. Ça, c'est la mythologie. Et que sa punition était être enchaîné dans les montagnes de Caucase à vie. Et que tous les jours, il y aurait un aigle qui viendrait manger sa foie ou son foie. Lever, comment on dit en anglais, le lever. Et que ça va pousser de nouveau. Vous voyez, ça c'est ce qui est, dans la réalité, la vie des artistes. Il y a aussi ça dedans. C'est cette souffrance, mais aussi le fait de dire que nous servons l'humanité. Et si nous sommes punis, c'est aussi, on accepte cette punition parce qu'on sait que le résultat de travail, c'est quelque chose d'humain et pour l'humanité. Mais pour cela, depuis 35 ans que je mène d'une guerre à l'autre mon appareil, mon travail, d'un camp de réfugiés à l'autre, d'un conflit à l'autre, social. Et ce n'est pas pour photographier la guerre, ce n'est pas la guerre qui m'intéresse. C'est ce que j'ai envie de montrer, c'est finalement d'arriver à ça, de dire que nous devions devenir pacifistes. Regarder les horreurs de la guerre. Et ça m'a emmené de penser que oui, finalement, l'avenir, c'est vraiment l'éducation. L'éducation, c'est la clé de ce que nous pourrons faire. Quelques exemples de projets en dehors de mon travail photographique que je fais. Ça, c'est le magazine Parvaz, ça veut dire l'envol, que nous avons créé depuis 2001 en Afghanistan. Un magazine pour les familles qui est distribué gratuitement et qui donne une connaissance de l'autre, aussi bien en Afghanistan. Et c'est le seul magazine qui puisse finalement circuler librement partout, parce qu'on dit c'est pour les enfants. D'autres, c'est le magazine pour les femmes aussi. Ça aussi, c'est une autre valeur. Tout ça, ça vient de cette fait de connaissance, de répandre la connaissance, de donner le moyen aux femmes afghanes d'avoir un journal, d'un magazine pour eux. D'autres moyens, l'image, c'est de dire que... Je donne l'exemple, pour le moment, le travail en Afghanistan, même si dans beaucoup d'autres pays, on le fait. En Afghanistan, le concept en disant que la population, il y a seulement 50%, c'est des hommes qui ont toujours été interviewés. Les femmes, on ne savait pas comment ils vivaient. Le seul moyen, c'était des femmes. Donc, il fallait former des femmes afghanes pour raconter leurs histoires. Mais pas seulement l'histoire, comme on dit, quotidienne, c'est aussi créer cette empathie, cette connaissance qui est importante. Et ensuite, comment répandre tout ça en créant des cinémas mobiles, cinémas itinérants dans les villages. Et c'est là où, parlons de l'écologie, parlons de climat, parlons aussi de patrimoine culturel, tout ça c'est possible de montrer au peuple. Il faut éduquer le peuple de base. Ce n'est pas seulement entre nous et en parlant entre nous qu'on pourra parler ça. Et c'est là où, sur terrain, je crois que l'importance de former des gens qui puissent expliquer. Former des femmes afghanes pour qu'ils deviennent photographes. Ce n'est pas seulement devenir photographe, mais le fait que des femmes peuvent prendre cet outil dans la main, c'est aussi une autre moyen de s'exprimer. Ou les enfants des rues qui deviennent des artistes peintres. Les enfants des rues qui ont réuni dans un centre et j'ai donné mes photographies, ils peignent à merveille, ils, et ça devient une forme de revenu pour eux. C'est une façon aussi comment l'image dans la vie quotidienne constamment peut jouer un rôle important. La radio, la voix de femmes afghanes, dans laquelle tous les jours, pendant 11 heures, ils émettent des programmes de formation, évidemment
comme vous dites, ce n'est pas seulement pour changer le climat qu'on fait ça, c'est pour changer tous les climats. Et c'est là où c'est important d'arriver à ça. Un de nos élèves photographes, il y a 2 ans, un Afghan, la première fois, qui gagne le prix Pulitzer. Et son travail, ça répond aussi d'une façon de nous emmener un autre regard vers les Afghans. Cette empathie dont ça devient quelque part le mot d'ordre maintenant de notre vie et de notre quotidien. Comment utiliser l'image en dehors de ce travail? C'est des expositions, vous avez certainement vu peut-être mes expositions sur les grilles de Luxembourg ou récemment sur le quai de Seine. L'utilisation de l'image, c'est tellement important. Jusqu'à la vallée de Panjshir, cette expo que j'avais promis à Massoud que je le ferais, et qu'il y a milliers de gens qui viennent et qui regardent ces images. Donc, utilisons l'image. L'image, c'est vraiment le langage d'aujourd'hui important. Jusqu'à ces banlieues de Sicile, où je suis depuis plusieurs années formé une centaine de jeunes dans ce banlieue, où le banlieue le plus dur de l'Europe. Et il y a 100 jeunes aujourd'hui qui sont en train de filmer et photographier leur vie quotidienne. Ou dans le quartier Mirail de Toulouse, une quarantaine de jeunes, pendant 6 mois que j'ai formé, pour qu'ils puissent devenir le reporter de leurs histoires. C'est en racontant les histoires de ceux qu'ils vivent que nous allons avoir cette empathie. Comment utiliser Internet aussi, comment répandre cette idée de aimer la nature, ne pollue pas pour les enfants. J'ai créé cette Children's Eyes on Earth, Internet, en lançant des concours photographiques pour les enfants. J'aime la nature, mais je crains la pollution. Photographier ça. Et c'est une façon d'utiliser l'image pour emmener même les enfants de bas âge de continuer à regarder l'environnement. Formation dans les camps de réfugiés, des réfugiés eux-mêmes. Ça, c'était à Ouganda, une jeune fille de 16 ans réfugiée qui est en train de former à la photographie. Et c'est ce que je fais maintenant récemment. C'est là où depuis 2 ans au Kurdistan, dans ce camp de réfugiés syriens, que je forme ces 20 enfants. Donc peut-être que vous avez vu certaines de leurs images qui étaient exposées cet été sur le quai de Seine. C'est leurs photographes de 11 ans à 15 ans qui sont en train de nous montrer pour la première fois. Et comme je dis, montrer leur vie, ce n'est pas seulement faire de belles photos qui est important, c'est vraiment arriver à utiliser l'image pour qu'ils deviennent le contour de notre histoire. Parmi eux, les élèves que j'ai, il y a un qui est arrivé, je vais voir si c'est celui qui est juste à ma droite. Vous voyez, il y a une petite lumière aussi sur les Mayas, que j'avais raconté que cet appareil, ce n'est pas juste pour la photo, c'est pour que vous racontiez votre vie au monde qui comprenne. Et le 2e jour, elle est arrivée en retard. Et quand je l'ai interpellée, pourquoi tu es en retard? Elle m'a montré la photo, elle dit, monsieur, regardez pourquoi je suis en retard. J'ai photographié la raison de mon retard. Mes chaussures étaient gelées et j'ai dû attendre le dégel. C'est pour ça que je suis en retard. Et pour moi, c'était ça le sens même de l'utilisation de l'image. Pourquoi l'image peut aider, pourquoi l'image peut devenir un vecteur important, que ce soit sous la forme de photographie, que ce soit sous la forme des films de Frédéric, que ce soit sous la forme de dessins que Yacine y fait. Dans l'ensemble de ça, c'est un langage universel et c'est un langage qui parle à tout le monde. Et c'est important qu'on puisse dire ça, qu'on puisse dire que la connaissance de l'autre qui peut créer cette empathie. Donc, je finis avec cette image aussi, cette petite garçonne dans une guerre complètement, dans un village ravagé par la guerre, où il y avait presque pas un seul arbre qui restait dans leur village. Le village était entièrement bombardé par l'armée de la Russie en Afghanistan. Mais cet enfant, à l'école, en sortant, il avait ce petit germe que nous avons peut-être eu ça dans l'école constamment, faire germer, faire pousser des petits grains. Il le tenait dans la main comme le plus grand trésor. Imaginez qu'on est entouré dans un village de destruction. Et lui, il sort de ça avec sa main. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas en faire? C'était juste pour parler avec lui que j'ai posé cette question. Si on regarde comme c'était la question la plus
idiote et stupide que je pourrais poser à lui. Il était tellement fier. Il me dit, monsieur, je vais en faire un arbre. J'ai eu la claque de ma vie, de cette petite enfant qui me donne une leçon, qui dit, voyez, pensez que quand vous avez un projet, vous allez en faire un arbre. Et ça m'a fait penser tout ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Une des dernières histoires qui m'est venue, c'est qu'en Iran, première année de l'école, on apprend l'alphabet par les récits, par les grands récits. Et une des histoires qui m'avait touché, c'était le suivant. C'était qu'un jour, un vieillard était en train de planter un arbre de noix. Et 3 jeunes qui passent à côté de lui en disant, mais monsieur, pourquoi vous donnez tellement la peine? Vous savez qu'il faut 25 ans pour que l'arbre donne le noix. Vous n'auriez même pas là. Et le vieux, il le regarde, il dit, mais mes jeunes, vous savez que tous les noix que j'ai mangées dans ma vie, leur arbre était planté par des gens avant moi. Donc, c'est à moi de planter des arbres pour le futur. Voilà des raisons pour lesquelles, des fois, on se donne autant d'art. Pourquoi Prométhée a voulu emmener cette connaissance. Donc, oui, on dit que the art is the solution. C'est vrai que l'art, ça peut devenir une vraie solution pour beaucoup de problèmes. Mais j'ai envie d'ajouter aussi quelque chose à ça. Et c'est ça la vraie solution. C'est the heart is the solution. Voilà. Merci beaucoup. Merci Reza. Alors, des étudiants ont préparé ce débat. On va commencer par leurs questions et puis bien sûr, chacun d'entre vous dans la salle, vous pouvez discuter, dialoguer, interpeller nos invités. Première question des étudiants. Alors, partagez-vous le micro, il faut appuyer sur le bouton. Présentez-vous et dites-nous à qui s'adresse votre question. Alors bonjour, je m'appelle Camille, je viens de l'ISEG Marketing et Communication School. Alors moi je voulais savoir quel a été votre déclic dans votre engagement. Qu'est-ce qui a donné le déclic de votre engagement? Yassine? Je ne pense pas qu'il y ait un déclic, en tout cas en ce qui me concerne. Je pense avec un avant et un après et vraiment une rupture qui fait que du jour au lendemain, ça peut arriver comme ça. En fait, c'est simplement une prise de conscience qui vient avec le temps et qui se confirme et un écho en fait dans son travail. Donc c'est pas un événement précis qui m'a marqué, qui m'a dit tiens maintenant je vais essayer de faire quelque chose qui a du sens. C'est depuis, de toute façon ça peut amener à d'autres questions. Est-ce que la création est forcément engagée ou non, etc. Donc voilà, c'est quelque chose de progressif, de doux et qui fait complètement partie de l'évolution de mon travail. Mais vous vous définissez comme un artiste engagé? Je ne sais pas ce que ça veut dire un artiste qui ne le soit pas. Qui ne le soit pas. Frédéric? Merci pour cette question. Alors moi, c'est vrai que j'ai eu un vrai passage, un vrai changement de vie, un vrai virage. En 2008, j'étais encore à la télévision traditionnelle. J'ai fait 20 ans de télévision et de radio un peu partout dans le monde. Et en fait, en 2008, d'un coup, j'ai posé un regard nouveau, un regard un peu plus critique sur le monde des médias et surtout sur le monde de la télévision d'aujourd'hui, en me disant que les 3/4 du temps, on parle du pire de nous. Et que le pire, on sait qu'on en est capable, on n'a pas besoin de nous le rappeler sans arrêt, mais c'est peut-être pas mal aussi de se rendre compte qu'on est capable du meilleur et que ce meilleur est possible à bâtir. Et en même temps que j'ai ce déclic professionnel, j'ai un déclic personnel. En fait, j'ai toutes les valeurs de mon enfance qui remontent à la surface, une enfance dont j'avais jamais parlé. Moi, je viens d'une famille un peu particulière, on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier,
que les enfants inadoptables, les enfants dont personne ne voulait, parce que déjà trop traumatisés par la vie, parce que souffrant de handicap très lourd, trop lourd, etc. Et donc à chaque fois que mes parents, qui sont des gens très simples du nord de la France, eh bien, tombaient sur une situation d'urgence, un enfant à sauver dont on savait qu'on ne trouverait pas de solution pour lui, chaque fois ils avaient le cœur déchiré, ils se disaient bon, on ne peut pas le laisser de côté, on le prend. Et c'est comme ça que peu à peu la famille s'est agrandie. Et du coup, quand tout ça, cette histoire est remontée en moi, je me suis rendu compte que finalement, des gens comme mes parents, ce sont des héros modernes, des héros bien de notre temps, des héros humbles parce qu'ils n'ont pas fait ça pour la gloire, et des héros de l'ombre puisque personne n'en parle. Et c'est comme ça que l'idée du projet Imagine est venue dans ma tête et dans mon cœur, et où je me suis dit, mais finalement, il faut absolument parler, mettre en lumière ces véritables héros d'aujourd'hui, parce qu'ils sont des sources d'inspiration et parce qu'ils nous montrent le chemin, un chemin auquel on est tous appelés, parce qu'en fait, ce fameux meilleur, il est en nous, et il demande que ça, d'être vécu, voilà, on a une soif et une faim de vivre des choses intenses, une vie intense, mais souvent cette voix intérieure est mise en sourdine parce que le monde d'aujourd'hui nous prône le confort, il ne faudrait pas prendre de risques, et distille beaucoup de peur. Or, c'est très grave parce que si on reste sous le joug de la peur, eh bien, la peur empêche d'aimer. Comment est-ce qu'on va s'approcher de notre voisin si on a peur qu'il nous attaque? Comment est-ce qu'on va partager si on a peur de manquer? Donc, il y a un vrai défi là-dessus. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a urgence à passer des messages d'espérance. Voilà. Et est-ce qu'on vous taxe parfois d'angélisme ou de naïveté? Et qu'est-ce que vous répondez? Alors c'est vrai que dès qu'on... Enfin, je pense que vous l'avez tous remarqué, hein, dès qu'on parle d'amour, parce que moi j'ose dire le gros mot, hein, le mot amour, vous savez, on est tout de suite taxé de bisounours, on est des idéalistes, on est des illuminés, etc. Alors je trouve toujours ça étonnant que les personnes qui décident de résoudre les soucis de ce monde par la guerre sont pris au sérieux. Ce sont des gens qui ont de l'étoffe. Bon, je trouve ça un petit peu étrange au XXIe siècle. Et en fait, il y a une chose à laquelle je m'attache, c'est de me rendre compte qu'en fait, très souvent, on me dit, avec le projet Imagine, si jamais vraiment t'embarques quelques centaines de personnes, attends, on est 7 milliards, ce sera jamais assez pour faire basculer le monde vers autre chose. Et je pense qu'on prend le problème à l'envers. C'est jamais une question de nombre, c'est une question de détermination et de justice. Vous savez, Gandhi, au début, il était tout seul. Et quand on est venu le voir, un journaliste est venu le voir en lui disant « Tu te rends bien compte que tu es tout seul ?» Et il disait « Et alors, si ma cause est juste, alors je dois me battre jusqu'au bout pour cette cause. » Et aujourd'hui, si vous regardez, depuis le 11 septembre 2001, on vit sous le régime du terrorisme. Et Dieu sait que ça a vraiment changé le visage de nos sociétés qui deviennent très sécuritaires. Pourtant, ils ne sont pas très nombreux, les terroristes. Et quand on voit le 13 novembre les ravages qu'ils ont faits, on parle de très très peu de gens. Simplement, ils sont très déterminés. Alors, il va falloir que nous aussi, on soit très déterminés pour bâtir un autre monde. Et puis, une dernière image qui donne beaucoup d'espoir, parce que moi, j'aime bien les images. Est-ce que vous avez déjà essayé de dormir avec un moustique ? C'est vous le moustique ? Il va falloir qu'on fasse bzzz. Ouais. Reza, le déclic de votre engagement, est-ce qu'il y en a eu un? Déjà, je reviens à ce que Yacine aussi a dit, c'est que quand on me dit vous êtes un artiste engagé, je dis mais je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. Engagé, c'est que chaque être humain doit être engagé pour mériter être nommé un être humain. Ce n'est pas seulement un artiste, ce n'est pas seulement un écrivain ou je ne sais pas, quelqu'un qui fait humanitaire qui est engagé. À partir du moment où on est né, à partir du moment où on a eu conscience de ce que nous sommes un être humain sur cette terre, avec une histoire avant et maintenant on est après, que nous faisons partie de cette communauté de l'être humain, nous sommes engagés envers cette humanité. Donc, je ne comprends pas quand les gens ils disent « celui-là c'est un artiste engagé » et je dis « et l'autre c'est quoi il est quoi Comment vous le dites? Désengagé ?» Et ça n'existe pas. Et un artiste, quand je vous expliquais l'histoire de Prométhée, c'est ça aussi.
c'est que c'est un engagement, mais cet engagement, ce n'est pas seulement à une personne, c'est que chaque être humain, il faut qu'il le soit. Parce que l'histoire du monde, c'est vrai que ça s'écrit par un être humain, par des Gandhi et Mandela et Martin Luther King, ça s'écrit l'histoire de l'humanité. Mais que les Gandhi et les Mandela aussi, ils ont eu des milliers et des millions de gens qui l'ont suivi. Et que ces millions, c'est ça le peuple engagé pour moi. Donc, il n'y a pas juste un moment d'engagement, il n'y a pas un moment, certes dans la vie, comme je montrerai cette photo de cet enfant, je vais en faire un arbre. Ça m'a beaucoup touché de faire ça. Il y a eu des moments comme ça. Presque chaque photographie, chaque moment qu'on travaille, on fait, ou chaque personne que tu filmes, Frédéric, c'est un moment de changement et engagement. Donc, la vie constante, c'est un engagement. Pour moi, ou des déclics. Être ici, en passant là où j'étais. Vous savez, je vais dire pourquoi cette histoire ou ce qui se fait ici, c'est important. J'étais dans la ville de Shingal, ou Sinjar, comme vous avez lu. Ils venaient d'être libérés par les Peshmerga kurdes qui se battent contre Daesh et qui sont sur le front depuis 2 ans contre Daesh. Le seul groupe vraiment qui se bat contre Daesh, c'est les Kurdes qui sont sur le front. Et cet homme Peshmerga avec qui j'étais sur le tranché, qui parle, qui explique comment ils ont fait, comment depuis longtemps il est sur le front. Et il m'explique sa vie, il m'explique son histoire. Après, il me dit, vous savez quoi, j'ai un petit souci, c'est que le gouvernement de Bagdad, ça fait 3 mois qu'il n'a pas payé notre salaire. Je dis quoi? Ben oui, nous sommes sur le front, nous nous battons contre Daesh. Le monde entier, il dit, il faut se battre, il faut trouver des moyens, il faut les bombardements, il faut de tout. Et les seuls gens qui se battent là-bas, ça fait 3 mois qu'on ne les a pas payé leur salaire. À qui vous voulez que j'explique ça? À qui on peut le dire? Et lui, il me dit, mais c'est pas grave. Moi, je sais ce que je dois faire. Jusqu'à ce que même je dois mourir, je vais me défendre parce que c'est ça que je dois faire. Et pour moi, c'est aussi un artiste, quelque part, un engagement humain qui est là. Et que chacun de nous, nous avons ce devoir. Sinon, on ne mérite pas d'être appelé humain. Alors, donc on va prendre 2 questions d'étudiants. Et puis on passe la parole à la salle. Bonjour, je m'appelle Lésia, je suis étudiante en management interculturel. À travers vos 3 discours, on note que vous avez une vision très globale. Vous avez beaucoup voyagé, ou en tout cas Elix a voyagé, vos héros viennent de partout. Est-ce que quand on est un artiste, on a une obligation morale d'avoir cette vision globale face à des sociétés qui ont peur et qui auraient tendance à se renfermer sur elles-mêmes? Une deuxième question, on va répondre aux 2 en même temps. Vous êtes étudiant? Oui? Alors allez-y. J'ai l'air si vieux. Non, ma question, c'est, on vient de parler d'art, on vient surtout de parler aussi de ce que vous faites pour l'art. Moi, je suis un grand fan de science-fiction. Et là, on parle d'art visionnaire, mais l'art visionnaire, c'est ceux qui ont essayé de cristalliser le passé pour nous montrer nos erreurs, ceux qui font que ce qui se passe aujourd'hui, il faut aussi le cristalliser pour le souvenir d'après. Mais l'art visionnaire dans l'avenir, ce que je vois dans de grands auteurs comme George Orwell ou des réalisateurs comme Spielberg qui voient l'avenir, c'est marrant, mais il y a toujours énormément de pessimisme. Comment vous voyez justement cette vision de l'art dans le futur pour vous? Pessimiste ou optimiste? Alors, est-ce que vous avez l'obligation d'avoir une vision mondiale, globale? Obligation morale? En fait, c'est l'histoire de l'humanité qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on change d'échelle de perception avec le temps. En 1969, on a découvert une photo absolument incroyable. C'était une image d'ailleurs. C'est la Terre vue de l'espace. Et c'est la première fois qu'on le voyait parce qu'on avait des représentations un peu différentes. Et cette image, elle a changé le monde du jour au lendemain, d'une seconde sur l'autre. On a compris quelque chose.
Et cette évolution s'est poursuivie effectivement avec les relations internationales. On avait de moins en moins de territoires inconnus. On n'a pas inventé, on a créé Internet comme une sorte de... Ça devait arriver, c'est collectif, et on était prêt à le recevoir. Et aujourd'hui, on est dans ce moment-là où chacun d'entre vous a des relations avec des personnes qui viennent du monde entier. Donc c'est le nouveau territoire de l'humanité. Et l'humanité, c'est ça. L'humanité, c'est l'interconnexion de l'ensemble de ces cellules, comme votre corps est composé de milliards de cellules qui font un objet qui lui-même appartient à un autre objet plus grand qui s'appelle l'humanité, qui lui-même fait partie de la Terre, de cette photo qu'on a vue avant. Donc ce changement d'échelle de perception, il existe en fait depuis la nuit des temps, même s'il porte des noms différents, et c'est forcément un territoire de création. On a bien vu justement, si on reparle de l'actualité récente, que des dessinateurs, malheureusement, quasiment d'un fanzine qui travaillent dans leur coin pour les gens de leur région, peuvent être impactés sur la scène mondiale géopolitique. En fait, il n'y a pas de frontières. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'il y a un décalage entre cette vision globale et cette échelle de perception et des systèmes qui sont hérités du passé parce qu'ils avaient besoin de nous amener jusqu'à aujourd'hui, d'États, de frontières, de blocs, y compris de langues, etc. Donc, on est aujourd'hui dans un grand bouleversement entre cette échelle individuelle où on a une perception de son environnement direct, local, qui est extrêmement important, et à l'autre bout, effectivement, de pouvoir avoir des interactions et des émotions communes avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète et qui tous vous diront la même chose: je me sens citoyen du monde. Donc, forcément, en tant qu'artiste, on n'est pas la voix uniquement, on est la voix de notre localité, c'est-à-dire qu'on s'exprime de l'endroit où on s'exprime, mais avec cette même influence que n'importe qui aujourd'hui a sur la planète, de je fais partie de quelque chose de plus grand que moi. Et sur la question de la science-fiction, effectivement, elle est souvent teintée de pessimisme. En fait, il y a une accélération également dans le rapport à la science-fiction. C'est-à-dire qu'entre Jules Verne, qui écrit décidément Le Voyage dans la Lune, et le voyage de la NASA, où on prend cette image de la Terre, il se passe à peu près un siècle. Aujourd'hui, entre une idée qu'on peut avoir et sa réalisation, et son prototypage, ça peut se compter en nombre de semaines. Donc en fait, la science-fiction aujourd'hui, c'est maintenant. C'est-à-dire c'est les idées que vous avez maintenant pour la génération, simplement la vôtre et celle de vos enfants. Donc ça nous oblige en fait à l'optimisme, parce que sinon, c'est quasiment suicidaire. Donc vous êtes optimiste. De fait. Frédéric. J'ai plein d'idées qui se bousculent dans ma tête. Alors évidemment, il y a plein de choses derrière tout ça. En fait, ce que je me dis, c'est que l'art, c'est comme l'a dit déjà un peu Reza, hein, il y a une universalité dans l'art. C'est-à-dire que c'est un langage, c'est une forme d'expression, et c'est très beau parce que finalement, on a tendance vite à faire des discours, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est obligé d'essayer de poser des mots sur des réalités. Or, on manque souvent de mots, et en plus, selon les cultures, on n'a parfois même pas les mots qu'il faut selon les langues, etc. Donc c'est assez fascinant. Ce qui veut dire que l'artiste peut venir dans les interstices de ce qui nous manque par le langage. C'est une autre forme de langage. Et ce que j'aime beaucoup dans l'art, c'est qu'il y a aussi la poésie. C'est-à-dire que l'artiste va toucher ce supplément d'âme de notre réalité, et donc il va amener quelque chose qui est bien au-delà des mots, qui est de l'ordre aussi du sensoriel, etc. Et donc il va toucher nos cœurs, nos âmes, nos esprits d'une autre façon. Et ça, c'est ultra précieux, et ça traverse les cultures, les pays, etc. Donc ça, c'est très important. Ensuite, je lis avec la science-fiction. En fait, la sensation que j'ai, c'est effectivement, il y a beaucoup d'œuvres de science-fiction qui sont assez alarmistes finalement. Mais c'est aussi le rôle de l'artiste, de nous alerter. Il sent quelque part, souvent il est un catalyseur, hein, il nous amène à une autre vision, et il sent les choses. Et moi, ce que je ressens beaucoup, c'est que derrière la plupart de ces œuvres,
en fait, je trouve qu'il y a une dénonciation d'un monde qui est de plus en plus traité d'une façon utile, vous savez, utilitaire. Et donc, c'est la réelle politique, etc. Et si on ne fait plus que dans l'utilitaire, alors nous, on est des petites machines comme ça qui vont alimenter la grosse machine. Enfin, il y a un côté comme ça où on enlève l'âme des choses, l'âme de notre planète, l'âme de la vie, quoi. Où d'un coup, voilà, c'est... Alors, d'un côté, bien sûr, il faut avoir les pieds sur terre, etc. Mais de l'autre côté, il faut quand même pas oublier la magie, le mystère de nos vies. Et là-dessus, j'ai envie de vous partager une chose. Je suis en train de terminer un long métrage sur Jean Vanier. Je pense que peut-être que vous êtes nombreux à connaître Jean Vanier, le fondateur de l'Arche. Jean Vanier, quand il a créé l'Arche, en fait, il s'occupe des personnes qui souffrent de handicap mental. Dans un monde utilitariste, où on doit être performant, où on est dans la compétitivité, etc., à quoi peuvent bien servir ces personnes handicapées mentales, vous voyez? Là, d'un coup, c'est des poids, quoi. Et ce qui est merveilleux avec Jean Vanier, c'est que là, il met en lumière le fait que ces personnes ont véritablement une leçon à nous apprendre, une leçon de vie, parce qu'ils ont une poésie et ils ont une fantaisie aussi. Ils ont le droit d'être fous. Et en fait, ça nous montre que nous aussi, peut-être on a le droit aussi parfois d'être un peu fous. Et peut-être même ça nous ferait un petit peu de bien. Et donc du coup, vous voyez, voilà, il y a vraiment cette magie, ce mystère. À partir de quand on décide que l'autre est un sous-humain, ou il n'a pas vraiment le droit de vivre, ou alors, vous voyez ce que je veux dire? Donc je crois que finalement, il nous alerte. On n'est pas obligé d'aller dans le mur, on n'est pas obligé d'aller dans ces visions pessimistes. Par contre, voilà, on est avertis et essayons de faire le bon virage, essayons tous ensemble. Voilà, on a le pire comme le meilleur, choisissons le meilleur, quoi. Alors, c'est à vous dans un instant de poser vos questions, préparer vos questions. Je vous donne la parole dans un instant, Reza. Rapidement pour répondre à ces questions d'étudiants. Vous avez dit tout à l'heure que l'artiste est en souffrance. Est-ce que ça veut dire que vous êtes pessimiste quant à l'avenir? Moi, ça va, je ne souffre pas, non. Si, c'est certes, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, quand vous parliez des artistes visionnaires, moi, parce que l'art, il a cette capacité qui donne... Vous savez, on a tous des antennes partout. En dehors de ces 5 sens, il y a 500 autres qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore découvert, 500 autres sens que nous avons. Et ces 500 autres, ils ont des antennes pour comprendre. Donc les artistes, quelque part, et ce n'est pas seulement eux, mais il y a beaucoup de gens qui ont cette capacité et possibilité ou répandre ces autres sens pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ce qui peut arriver. Et ça, certes, on peut devenir Orwell et parler de 2015 en France aujourd'hui dans un livre qui s'appelle 1984. Vous voyez ce que je veux dire? On vit exactement aujourd'hui, ici, ce qui est écrit en 1984 d'Orwell. Et comment il a vu, simplement par ses antennes, et qui dit, voilà ce qui peut arriver. Moi, je suis très optimiste pour l'avenir de l'humanité. Pourquoi? Récemment, un National Geographic, on avait à Washington, dans le quartier, comment dirais-je, dans le centre de National Geographic, il y a des expositions. Et ils avaient fait une exposition sur l'évolution de la Terre, de naissance de la Terre jusqu'à aujourd'hui, sur une année. Donc, vous rentrez dans l'exposition et vous voyez plusieurs photos qui disaient, voilà, on est le 1er janvier de première année, voilà, la Terre est née. Et ça continuait comme ça, l'évolution qui connaît la Terre, si c'était sur un an. Vous savez, sur un an, si on prenait ça, quand est-ce que l'être humain est né? Nous sommes nés à 11h57 de 30 décembre.
si c'était sur 1 an. Donc, l'arrivée de l'être humain sur la Terre, c'est 3 secondes, 3 minutes par rapport à une année. Et voilà où est-ce que nous sommes arrivés. Si dans une échelle de l'être humain, dans la vie d'un humain, on devait comparer, on est comme un petit bébé de 3 jours qui vient de naître. Et un bébé de 3 jours, il fait plein de dégâts aussi. Il griffe, il fait plein de choses qu'il ne sait même pas qu'il ne faut pas faire. C'est après qu'on se rend compte qu'il faut se laver, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas crier, il ne faut pas faire... Donc, moi, je suis optimiste pour l'avenir de l'humanité. Je sais que dans 500 ans, j'espère, ou dans 1000 ans, dans 2000 ans, ils vont dire « Oh là là, nos ancêtres de 2015 étaient des barbares. Regardez qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils avaient créé des usines pour faire des avions de chasse, pour se bombarder. Ils créaient des machines qui s'appelaient les tanks ou les chars et qui jetaient des trucs incroyables qui détruisaient les maisons entières d'un seul coup. Ils faisaient des fusils pour se tuer. C'est nos ancêtres. Mais regardez comment l'humanité, pour qui devienne l'humanité, elle est devenue. Moi, je suis vraiment optimiste pour l'avenir et c'est pour ça que je disais, chacun de nous, nous sommes engagés, s'il y a ce mot engagement, pour que l'humanité arrive à ça. Alors, je vous laisse lever la main si vous voulez poser des questions. Il y en a une ici, vous avez un micro devant vous ou... Et attendez, allez-y, mais on va en prendre par rafale. Si vous en avez d'autres, préparez-vous. Bonjour, je m'appelle Swan, j'étudie la linguistique, l'informatique et je fais du rap. Donc j'ai aimé tout à l'heure ce que tu as dit, Frédéric, sur les mots, sur la réalité derrière les mots, la poésie. Voilà, ma question, elle va un peu rebondir sur ce que tu as dit, Reza, par rapport au sens. Moi j'ai l'impression que si on veut voir d'une manière apaisée et correcte le monde, on doit l'aborder avec tous nos sens, que ce soit la vue, l'ouïe, le 6e sens, tous les autres sens qu'on ne connaît pas encore. Et tout à l'heure, Yacine, tu disais que l'image aujourd'hui prédomine dans le monde. Et moi je me demande, est-ce que ça ne crée pas un déséquilibre que ce qui prédomine, c'est l'information qu'on a par les yeux, en fait. Voilà. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, une ici, vous avez un micro, madame? Oui, d'abord, je voulais vous dire merci, et je pense qu'on est tous conscients de vivre un moment totalement exceptionnel, et j'espère qu'on va tous après s'engager, peut-être pas aussi bien, mais le mieux possible par rapport à vous. C'est extraordinaire. Et ma question, c'était simplement qu'il manquait juste une chose, c'est la musique. La musique est aussi un art universel extraordinaire et qui rassemble les peuples. Et voilà, je voulais juste un petit commentaire. On devait avoir un rappeur avec nous ce soir, mais malheureusement, on en a un dans la salle. Et on n'en a pas sur l'estrade, il n'a pas pu venir en France. Monsieur au fond. Oui, bonjour. Je m'appelle Jean-Pierre Caranta. Je suis à la fois chez Orange et chez Neptune, qui est un chantier d'insertion, et surtout chez Chamingo, une plateforme qui vise à repérer les leaders éthiques qui changent la donne. Je trouve cette plateforme extraordinaire, et la vôtre aussi. Donc j'ai une grande question de conciliation sur comment, mesdames et messieurs les artistes, vous voyez la manière de concilier art, humanité et business. Alors, si vous pouvez répondre à ces 3 questions qui s'y collent. Yacine? Alors, attention à l'image. Effectivement, c'est une société d'image, c'est-à-dire que l'image est un langage. Et il ne faut pas oublier la suite, parce que l'image, c'est aussi le diminutif de l'imaginaire. Et l'imaginaire, il est fait de mots, de sons, des images. Dans les images que je fais, ou dans les images que Reza a montrées, celles que vous avez vues avec le pigeon, ce que vous voyez, ce n'est pas une statue avec un pigeon. Ce que vous voyez, c'est un mythe.
Donc on a cette capacité à communiquer les uns avec les autres avec des formes de langage. Et quelque chose qui va connecter la deuxième question, effectivement, sur la musique et sur les sens, il faudrait qu'on commence à parler en termes de vibration, qu'on parle en termes d'énergie, parce qu'on est tous dépositaires de la matière et des vibrations qui nous composent, dont on n'est pas propriétaire. On en est héritier et on les rendra un jour ou l'autre, et ça deviendra autre chose. Donc évidemment, c'est cette vibration universelle dont on fait partie et qui passe par notre imaginaire, qui passe par nos connexions, qui passe par le fait qu'une image devienne un élément de langage et qui me permette de m'adresser à toi comme à quelqu'un qui soit à l'autre bout de la planète, de la même manière que la musique a cette capacité de langage en faisant vibrer l'air et en produisant des sons. Et la dernière question sur le business, en fait, on est en train de redéfinir complètement en ce moment cette notion. Qu'est-ce que veut dire faire du business ? Dans la conférence précédente, Patrick Vivray a très bien parlé de la notion de bénéfice, c'est-à-dire de faire le bien. Aujourd'hui, les monnaies sont en train de changer. Les monnaies financières ont été un outil qui ont permis de développer un certain nombre de choses et également, de manière paroxysmique, à tout détruire. Aujourd'hui, on est en train d'inventer de nouvelles monnaies qui sont basées sur la confiance, qui sont basées sur l'empathie, qui sont des monnaies non financières, qui sont des monnaies d'échange et qui existent vraiment. Et à Chamengo, vous travaillez également sur des notions où on crée de la valeur. Donc, on est en train de faire une différence entre l'argent, le business, l'échange de business, et la valeur, la création de valeur. Les artistes, ils sont au cœur de cette création de valeur. On crée de la valeur à partir de rien. On n'exploite pas le sol, on n'exploite pas des denrées qui viennent du sol, on exploite, et je reviens à la première question, l'imaginaire, qui est abondant, qui est gratuit, qui est disponible pour tout le monde. Et à partir de rien, on crée quelque chose, on crée tout. Et ça, c'est la base de futures économies où justement la dimension financière a été complètement aspirée par quelques-uns et nous empêche complètement de vivre et est en train de tuer aussi la planète. Si vous voulez compléter votre question ? Oui, c'est juste que j'aimerais aller plus loin. Je pense que les entreprises d'avenir n'auront plus de clients, mais des fans rallient à leur cause. C'est pas de moi, c'est de Robin Cornelius, que je trouve un grand visionnaire dans le domaine du textile. L'industrie textile, je vous rappelle, correspond à 10% de la pollution dans le monde. Allez. Alors, Swan, sur l'image... Swan, enchantée. Frédéric. Sur l'image, moi je regarde par rapport à mon prisme en tant que journaliste et surtout mon média, la télé, comme Caroline. C'est vrai qu'il y a quand même un souci, il faut quand même avoir conscience qu'on est informé à la télévision que sur les sujets sur lesquels on a des images. Donc s'il y a des sujets d'actualité très importants qui sont en train de se passer mais qu'il n'y a pas d'image, on ne va pas vous en parler. C'est quand même un petit souci. Voilà, c'est un truc, voilà. La musique, yes, bien sûr, et la danse, voilà, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on peut s'exprimer de façon poétique au-delà des mots. J'adore parce qu'on voit à quel point il n'y a jamais de limite. C'est vraiment le propre de l'homme de savoir sans cesse se réinventer. Et je trouve que de voir que justement dans une époque où on est tellement dans l'utilitaire, comme je l'ai dit, dans la compétitivité, la performance, etc., et bien qu'il y ait des êtres qui aient envie de se donner totalement à l'art, à quelque chose qui paraît comme ça un peu éthéré, et voilà, et ben en fait on en a tellement besoin, quoi. Et donc le business. Vaste question, hein. Moi je me dis, c'est très simple, hein, je me dis tout simplement que à partir du moment où on gagne de l'argent de façon éthique, voilà, ce qui compte c'est de savoir partager, quoi. Je crois vraiment que le monde crève de manque de partage. Il me semble bien que la dernière estimation de Oxfam, c'est que 67 personnes dans le monde détiennent plus de la moitié des richesses du monde. C'est même pas un pourcentage, c'est 67 personnes. C'est un truc de dingue. Donc, il me semble qu'il y a assez pour tout le monde et qu'il va falloir apprendre à partager, tout simplement. Justement, là,
Ah, mais là, votre temps est écoulé. Je me permets de suggérer que l'on remplace l'Internet protocole IP par l'innové partagé. C'est une suggestion, c'est une bonne suggestion. Reza, l'image qui prédomine, la musique et le business dans tout ça. Moi, je ne crois pas que l'image, il a encore trouvé vraiment sa place, qu'il nous manque encore beaucoup de temps pour comprendre l'image. C'est un langage qui vient presque devenir universel. On est au début de l'alphabet. Mésopotamie, il y a 4500 ans, où on commençait petit à petit à écrire des mots, après les hiéroglyphes. Donc, on est au début de ce langage de l'image. Tout le monde, certes, on commence à avoir des outils pour faire des photographies et autres, mais c'est un peu comme il y a 200 ans où on avait commencé à avoir des stylos dans la poche de chacun. Et que le fait de l'invention de Bic, ça n'a pas augmenté les Victor Hugo et des Balzac. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que tout le monde a un appareil photo aujourd'hui que tout le monde est photographe, que tout le monde peut faire des images. Les images qui peuvent avoir une influence, c'est comme des grands livres que vous avez lus, des poèmes que vous avez lus, que vous avez influencés à vie dans votre vie. Il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, tout le monde a un Bic dans la poche. Donc, création de l'image et le rôle de l'image, on ne connaît pas vraiment. On est encore au début de cette histoire de l'image. Par rapport, évidemment, vous parlez de l'art. Moi, oui, la musique, la danse et toutes les autres formes d'art, la peinture, c'est important. C'est l'art en général qui est important. Et que des fois, on dit, oui, c'est quoi l'art? Est-ce que c'est utile, c'est pas utile? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, toute forme d'art, c'est important, et que art is the solution, but heart is the solution. C'est vrai, c'est qu'avec le cœur, il faut mélanger l'ensemble de ça. Par rapport à votre question de art, humanité ou business, nous sommes arrivés à un moment de l'histoire de l'humanité où toute la vie est devenue, enfin, la relation humaine est devenue insensée. Comment on dit en anglais? On dit insane. It's insane. C'est pas sain ce qui se passe dans le monde. C'est pas sain parce que tous les 7 secondes, un enfant est mort de faim. Et sur une planète où tous les 7 secondes, un enfant encore peut mourir de faim. Or, nous savons tous que la planète a tout ce qu'il faut pour nourrir toute la planète. Donc, comment dirais-je, j'ai pitié de ces 60... Combien de personnes, tu as dit, Frédéric, qui tiennent? J'ai vraiment pitié de ces 67 personnes. Vraiment. Qui disent qu'ils tiennent tant de richesses sur une terre où il y a tous les 7 secondes un enfant meurt de faim. Comment on peut appeler des êtres humains ceux qui sont arrivés à une telle... Certes, il y aura des gens qui défendront en disant ils ont fait la business, c'est leur droit d'avoir ça. Mais je dirais non. C'est inhumain. Et le jour où on comprendra ça, on comprendra, c'est parce que, pourquoi j'ai pitié de ces gens? Parce que ça fait 35 ans que je voyage. J'étais pas sur l'ensemble de planète, mais peut-être une grande partie de cette planète. Et pas n'importe quel moment de la vie, j'étais certes dans beaucoup de moments de souffrance de l'humanité, mais aussi dans la joie de l'humanité. Parce que les joies et les souffrances, ce sont les deux côtés de la même pièce. Et dans une terre où on a encore tous les 7 secondes, et je répète ça parce que c'est important de comprendre, tous les 7 secondes un enfant est mort de faim,
On ne peut pas accepter de dire que je fais partie de 67 personnes les plus riches de la planète et en être fier. On ne peut pas être fier, n'est-ce pas? Et ce que j'ai compris, c'était le suivant, c'est que de la même façon que dans un corps humain, il y a des milliards de cellules, mais que peut-être les cellules de ce bout de mon doigt gauche, il ne sait pas qu'il est dans le même corps que les cellules de mon pied. Peut-être ils ne savent pas qu'ils font partie de ce corps. C'est que nous, les êtres humains, les animaux, les arbres, tout ce qui pousse, tout ce qui vit sur cette terre et tout ce qui est dans l'univers, nous faisons partie d'un ensemble. Et que, qu'est-ce qui se passe quand je coupe mon doigt? Je souffre en totalité. Ce n'est pas seulement le doigt qui souffre. Et cette famille qui perd son enfant, qui meurt de faim, ce n'est pas seulement cette famille qui souffre, c'est l'ensemble de l'humanité qui souffre. Et c'est là où je dis, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le rapport de l'art, du business et l'humanité et tout ça. C'est que quelque part, il faut presque créer un nouvel ordre mondial, qui est l'ordre mondial basé sur le corps, sur l'humanité, et que ne laissons plus ces enfants mourir de faim, parce qu'on a les moyens. Il nous reste juste quelques minutes. On va prendre une dernière série de questions. Madame. Oui, j'aimerais compléter la question de Swad. Je m'appelle Teresa, je suis conteuse. Et dans ce monde, aujourd'hui, j'ai l'impression que notre écoute s'effrite. Et l'écoute s'effrite parce que l'image prend le dessus. Il ne faut pas les diviser. On peut compléter aussi l'image par les histoires, comme Reza vient de faire avec l'histoire de Prométhée. Mais néanmoins, en voyant la concentration qui part dans tous les sens, due à une utilisation ou surutilisation d'Internet, que l'image happe l'attention des grands et des petits. Ce n'est pas seulement les enfants, parce que souvent on dit « Ah, les enfants n'ont pas beaucoup de concentration », c'est aussi les grands. Je m'inquiète pour l'avenir de ces récits et du patrimoine mondial que nous avons dans les histoires et dans lequel il y a des graines de sagesse et aussi que ce soit des récits traditionnels ou des récits de vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Ici, allez-y. Donc bonjour, je m'appelle Tiffaine, je me lance dans l'engagement social auprès des jeunes Français pour les aider à trouver des projets de vie pour une certaine partie de la jeunesse. Je suis tout comme vous convaincue que l'art a un rôle important dans les changements pour effectuer notre société, le monde mais également notre société. Mais est-ce que vous pensez pour ça il faudrait aussi que d'une certaine manière tous les artistes rendent l'art d'une certaine manière un peu plus accessible et un peu moins élitiste, toutes les formes d'art et pas seulement, voilà, moi je m'engage auprès des jeunes de quartier. Est-ce que c'est que le rôle du street artist? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, que tous les artistes pourraient faire en fait pour rendre l'art plus accessible? Au fond, allez-y monsieur. Oui, bonsoir. Moi, il y a une question qui me gêne beaucoup. C'est qu'à chaque fois qu'un artiste il rencontre une personne, on lui pose la question qui fait mal, c'est c'est bien, mais comment tu comptes en vivre? Donc, comment réagir? Comment on vit de l'art? Et moi, j'ajouterais une question. Vous qui êtes visionnaire, est-ce que vous vous sentez un peu seul contre tous, comme l'Albatros de Baudelaire? Qui veut commencer? On a vraiment... Allez, 2 minutes chacun, à peine. Frédéric. Oui. Attendez. Ah, les contes, c'est super les contes.
Oui, c'est-à-dire on a à raconter. Enfin, moi, c'est marrant parce que quand je fais les films du projet Imagine, finalement, ce n'est que du témoignage. On voit des gens qui racontent leur vécu, leur expérience, et je trouve que c'est hyper important parce que oui, on n'est pas dans du blabla, on est dans des choses très concrètes. Et en même temps, il y a cette poésie liée au fait qu'on raconte, on fait raconter. Moi, je fais accoucher de ces histoires, de ces tranches de vie. Et je crois que voilà, on est tous très friands de ça. Finalement, qu'on donne le micro à n'importe qui, vous aurez des choses incroyables à nous raconter qui vont nous ouvrir, nous donner une autre vision du monde. Donc c'est super. D'ailleurs, j'ai envie de dire un truc là-dessus. C'est que là aussi, on est en train de parler de l'art, et c'est vrai qu'on parle en même temps de philanthropie. Et beaucoup de donateurs ont envie de donner pour des choses très concrètes. Et donc, ils se disent, je veux bien donner pour l'orphelinat, pour le dispensaire, mais là, attendez, l'art, vous ne croyez pas qu'il y a d'autres choses? En gros, il y a des gens qui ont faim et tout. Et donc, c'est là où aussi se rendre compte à quel point cette richesse de notre humanité, c'est absolument concret. C'est-à-dire qu'à un moment, si on ne préserve pas la beauté, et donc la beauté, elle s'exprime par tous ces univers artistiques, et tout est art autour de nous, en fait. Cette planète est une œuvre d'art incroyable. Si on ne préserve pas la beauté, pourquoi on perd la motivation même de se battre? Parce qu'on va se battre pour quoi? Donc ça, j'avais envie de le dire. Bon, ça c'est fait. Il y avait beaucoup de questions. Comment rendre l'art plus accessible. Et puis comment vivre de son art. Et comment vivre de son art. Bon, c'est une bataille, mais de toute façon, aujourd'hui, il faut se battre pour vivre avec n'importe quel type de métier. Donc, si vous vous sentez artiste, foncez, parce qu'il n'y a plus de sécurité. Donc, on ne va quand même pas passer à côté de sa vie parce qu'on veut essayer de la sauver. Vous êtes d'accord? Bon, voilà. Donc, ça, c'est dit. Et puis, alors... Et redis-moi, c'était quoi? L'art plus accessible en dehors du street art. Alors ça, c'est une question que j'aime beaucoup parce que il y a une personne que j'aime énormément qui s'appelle Zaya Ziwani, qui est une chef d'orchestre, qui est franco-algérienne, kabyle, qui est née dans le 9-3 en Seine-Saint-Denis et qui est une jeune femme qui a réussi à devenir chef d'orchestre, et en plus elle mène des orchestres philharmoniques. Donc déjà, elle vient du 9-3, c'était pas évident. C'est une jeune femme, encore moins évident. Une femme chef d'orchestre philharmonique, c'est carrément super rare. Et ce qui est très beau, c'est qu'elle a créé l'orchestre Divertimento qui se trouve dans le 9-3, et pour faire en sorte que ce soit accessible pour les jeunes de la Seine-Saint-Denis. Parce que vous voyez, très souvent, on va avoir des assos où finalement on va faire en sorte que les mômes puissent faire du rap ou du street dance, etc. Mais alors la musique classique, pas forcément. Moi je me dis, pourquoi dans le 9-3 on devrait faire que du street dance et pas de la musique classique? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que exigence d'excellence partout. On peut faire du street dance et tout ça aussi à Neuilly. Et puis voilà quoi, je veux dire qu'on est axé. Vraiment, et ça c'est hyper important parce que tous les jours on assassine des Mozart finalement. Hein, voilà, en puissance. Reza ou Yacine? Yacine? Alors, sur la question encore de l'image et de sa prédominance, là vraiment l'idée c'est de parler d'art, c'est-à-dire d'image avec un sens et une intention. Et évidemment l'intention c'est raconter des histoires. En fait, si vous regardez bien, les histoires, on raconte à peu près les mêmes. Il y en a quoi, une quinzaine d'histoires qu'on raconte depuis la nuit des temps. C'est les mythes fondateurs. C'est pas un hasard, parce que la durée d'une vie humaine, on traverse tous les mêmes étapes. On vient au monde, il y a une période de construction, les premières épreuves, les réalisations, et puis on transmet. Et grosso modo, vous avez dans tous les contes, quelles que soient les cultures, les mêmes structures narratives. Les personnages sont différents, les épreuves sont différentes, mais les structures sont les mêmes. Et ensuite, le reste, c'est de la forme. Et la forme, elle change avec le temps. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'Internet, on est à l'ère des moments, des formats très très courts, soit. Les histoires sont les mêmes. Moi, j'arrive à raconter des histoires sur des images uniques et que je diffuse au fur et à mesure tous les jours sur les réseaux sociaux. Mais in fine, les histoires sont les mêmes. Des histoires d'amour, des histoires de contemplation, des histoires de contraintes, d'épreuves, de réussite, de déception et de transcendance. Et on change encore une fois d'échelle d'histoire. Ça m'amène en fait à l'accessibilité. Encore une fois, je ne peux parler que dans mon cas, puisque j'utilise les réseaux sociaux.
les réseaux sociaux sont également une plateforme, une nouvelle plateforme à la fois de création et de diffusion de l'art. Et aujourd'hui, par exemple, avec des plateformes comme Instagram, moi je connais ce qu'on appelle aujourd'hui des Instagrammeurs, le mot n'existait pas il y a 5 ans, des Instagrammeurs qui ont un métier, qui travaillent, je sais pas, dans un labo pharmaceutique, dans une banque, et qui sont des vrais photographes, qui se sont découverts. C'est-à-dire que les Mozart qu'on assassine, aujourd'hui, il y en a certains qui sortent du bois. Et de n'importe qui d'entre vous, pour peu que vous mettiez l'énergie, le temps, le respect du public de ce que vous voulez faire et que vous y mettiez vraiment, vous allez pouvoir accéder aussi à une forme d'expression, parce que je suis persuadé que chacun d'entre nous a cette histoire à raconter. On n'a pas un message, on est un message, on EST. Chacun d'entre nous est un message. Chacun d'entre nous arrive sur Terre avec un code ADN à l'intérieur de soi qui déjà lui-même contient les milliards d'ancêtres qui ont contribué à travers les âges à le créer. Et chacun d'entre nous va perpétuer ce message à l'époque où il est avec les outils qu'il a. Donc c'est quelque chose qui fait partie de nous. Et les techniques et les plateformes dont on parle, on ne les a pas inventées, elles sont là. Enfin, je veux dire, c'est évident. Donc l'accessibilité, c'est, encore une fois, il y a peut-être eu un moment des goulots d'étranglement, et il ne faut pas confondre l'art et le marché de l'art. C'est pas parce qu'on ne peut pas acheter de l'art, c'est pas parce qu'on achète de l'art qu'on vit de l'art. Et ça, justement, la dernière question, est-ce que vous en vivez ? Ben, oui, l'art, on vit de l'art, justement. La question, c'est, peut-être que vous les posez, c'est est-ce que vous êtes payé pour faire de l'art ? Jamais, jamais. Évidemment, on crée, et une partie de la richesse, une partie de la valeur qui est générée, il y a une portion de cette partie qui va s'échanger sur des formes de marché qui existent ou non et qui changent en permanence et qui ont changé pendant toute l'histoire de l'art. Donc vivre de l'art, c'est déjà prendre la décision d'en faire sa vie et de trouver aussi les stratégies pour que ça puisse exister au moment où on existe. Encore une fois, moi mon travail principalement c'est sur des réseaux qui sont gratuits. Eh bien, il y a toujours des façons d'exister si c'est la chose la plus importante. Et en fait, on le fait exister, c'est derrière que les choses arrivent. Je ne sais pas si j'ai oublié une des trois questions, une des questions. Non. Moi, j'avais juste rajouté, est-ce que vous vous sentez seul contre tous, comme l'Albatros de Baudelaire ? Non, on est seul parmi tous. Je ne sais pas quelles sont les statistiques. Encore une fois, moi j'aime beaucoup cette idée. On partage la même avec Reza de ce corps fait de cellules. Et quand on est artiste, on ne l'est pas uniquement pour soi-même. On l'est pour une portion de la population autour de nous. De même que quand on est boulanger, on ne l'est pas pour faire son pain à soi-même. On l'est pour une portion de la population autour de nous. De même que quand on est docteur, etc., etc. Donc on est un gigantesque organisme statistique. Quand vous avez une qualité, ce n'est pas pour vous tout seul que vous l'avez, c'est pour les gens qui vivent autour de vous. Et des artistes, il y en a il y a énormément, il y a des millions d'artistes sur Terre. Donc on est seul, oui, parce que c'est dans cette introspection qu'on va chercher une matière qui va faire écho à tout le monde, mais on n'est pas seul contre les autres, on est seul parmi les autres. Et on a besoin de cette solitude, on a besoin des autres. Merci. Reza, vous répondez à toutes les questions ou à une, ou vous avez 2 minutes? Je crois que tout était déjà dit. C'est que les réponses qui étaient données, ce sont des réponses qui viennent du fond de cœur de chaque personne qui fait ce travail, que ce soit artistique. Et l'image, comme vous dites, madame, que vous faites le conteuse, j'aurais bien aimé aussi d'écouter vos contes, parce que notre culture persane, c'est basé sur les contes. On est des conteurs, quelque part. Et tous les arts, quelque part, sont des contes. Ce n'est pas seulement les mots, mais je crois qu'un artiste qui danse, il fait aussi un conte. Le musicien aussi, avec sa musique, il fait un conte. L'art, en général, c'est des contes qui est raconté, certains avec les mots,
mais l'ensemble de l'art, c'est aussi des contes. Storytelling, c'est pas seulement avec le conte. C'est tout. L'image, il fait partie de ça aussi. L'art peut changer, et comment peut changer? Certes, à partir du moment où des êtres humains, et c'est là où, pourquoi je me suis concentré tellement de travail, pas seulement dans les camps de réfugiés, mais aussi dans les banlieues, parce que qu'est-ce qui manque dans ces banlieues? C'est cette humiliation de l'autre qui emmène certains de ces jeunes de faire des actes qui dépassent l'humanité. C'est cette crise d'identité qui existe dans le banlieue qui crée ce genre de problème. Voyez, c'est la méconnaissance et ne pas connaître l'autre qui crée ces problèmes. Donc, l'art peut jouer un rôle important. Pour donner un exemple, les 40 enfants dans le quartier Mirail que nous avons formé pendant 6 mois pour qu'ils racontent leurs histoires. Pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est que pour les Toulousains, le Mirail, oh Reza, mais vous êtes fous, vous allez dans le Mirail avec des appareils photo, ils vont vous casser l'appareil, ils vont vous tuer, ils ont des fusils. C'est comme ça que j'entendais constamment. Et je suis allé, pas seulement avec mon appareil, j'ai emmené 40 appareils et j'ai donné à 40 jeunes de ce banlieue et on les a formés, ils ont photographié le quartier, leur anniversaire, leur jeu, ce qui se passe dans les maisons et on l'a exposé dans le métro de Toulouse, dans la salle des illustres de maire de Toulouse et dans la médiathèque de Toulouse. Et Toulousains, on les a invités. Venez voir, ce n'est pas des coupes-gorges, c'est des gens comme vous et moi. Et c'est ça, l'art peut jouer ce rôle. Et l'image a la capacité de créer ce lien important et immédiat. Les autres arts, ils créent aussi des liens, mais l'image, à partir du moment où vous avez 40 enfants de quartier de Mirail ou de camps de réfugiés qui photographient et ils exposent, c'est évidemment qui crée un lien important par rapport à ça. Donc, oui, l'image et l'art en général a une utilité sociale. Il est pour le changement social. C'est une des questions, mais c'est aussi une réponse à ces questions de problèmes sociaux. Comment vivre avec ça? Le jour où j'ai quitté mon métier d'architecte, en me disant je vais me consacrer à la photographie dans la rue, il n'y a pas une seule personne, ni de ma famille, ni de mes entourages, qui ne m'ont pas dit « mais tu es complètement fou ». Mais complètement. Tu es architecte, tu as fait 7 ans d'études, tu as trouvé un travail, tu travailles et tu dis que non, je vais tout laisser tomber parce que j'aime aller faire des photos dans la rue. Pourquoi tu ne fais pas ça le week-end? Tu continues ton travail le week-end. Mais finalement, la décision, je crois, peut-être que ce n'était pas bon, mais vous me le dites si c'était une bonne décision ou non. Mais personnellement, je crois que oui, on peut vivre de son art parce que de quoi on a besoin de vivre? Si on pensait à un moment, et ça, peut-être que c'est une bonne question pour finir cette histoire de le problème écologie et tous les problèmes humains qui existent. Parce que pensons un moment de tout ce que nous avons chez nous. Combien de pourcents de ce que nous avons, c'est vraiment utile pour en vivre dans le monde? 5%? On aurait pu vivre tous avec 5% que nous avons chacun chez nous. Les 95 autres pourcents, on passe notre vie à travailler pour payer tout ça parce qu'on est pris sur influence de toutes ces publicités et autres pour dépenser cet argent, pour devenir des peuples consommateurs et consommatrices. C'est ça qui est important. On peut en vivre, oui. Et pas seulement les artistes, mais le monde peut vivre mieux si on comprenait que nous sommes pris dans un engrenage de consommatrices et consommateurs. Et c'est là aussi tous les problèmes écologistes et autres aussi, que ça vient de cette consommation de nous, les Européens, les Occidentaux, quelque part aussi. Parce que
vous savez, il y a encore plein de pays où il n'y a pas de comment dirais-je, de garbage, de poubelle. Il n'y a rien qui est jeté. Il n'y a rien qui est jeté. Vous croyez que ça existe? Oui, ça existe. Revenons à l'essentiel. Vivrons avec l'essentiel et comme ça, le monde entier, la planète, il vivra mieux. Merci. Merci beaucoup, merci à tous les trois, merci à vous. Je crois que vous avez raison qu'on a vécu un moment d'exception. Merci d'y avoir participé. Je voulais juste vous soumettre une phrase, voilà, sur votre chemin pour repartir. On a parlé d'artistes visionnaires, on a parlé d'artistes qui voient l'avenir. Jean Cocteau, lui, il disait que le poète, il se souvient de l'avenir. C'est une autre définition aussi. Belle soirée.